Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Work Well et vous, on va s'interroger sur une question très concrète. Comment reprendre le contrôle sur ces flux de demandes en tant que directeur environnement de travail, structurer les priorités et transformer les irritants en levier d'amélioration de l'expérience collaborateur. Fuite d'eau, panne de climatisation, badge qui ne fonctionne plus, salle de réunion indisponible ou encore problème de propreté. Chaque jour, les directeurs et directrices de l'environnement de travail font face à un flux continu de demandes, souvent urgentes, parfois mineures, mais toujours chronophages. Email, appels, messages Teams, sollicitations dans les couloirs. Les demandes arrivent de partout, sans hiérarchie, sans traçabilité et avec un point commun, celui de générer des irritants quotidiens, aussi bien pour les collaborateurs que pour les équipes en charge de les traiter. Dans ce contexte, difficile de prioriser, de piloter et surtout de rendre visible la valeur du travail accompli. Le DET passe trop souvent d'un rôle de pilote à un rôle de pompier. Alors pour en parler aujourd'hui, on va s'interroger justement sur cette question et on va surtout réunir 3 regards complémentaires. Ils sont 3 autour de la table. J'ai Valentin Ferrieux, cofondateur de Merci Yanis, juste à ma droite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Claire, merci pour l'invitation. Merci Yanis, juste pour compléter rapidement, c'est une solution tout en un pour le pilotage de votre environnement de travail. Et on a aussi l'honneur et le plaisir de vous avoir en tant que partenaire sur l'un de nos clubs, qui est le club des directeurs environnement de travail. Donc vraiment, bienvenue chez nous sur ce plateau. On a surtout 2 grands témoins terrain qui vont être essentiels pour répondre à cette question et qui sont confrontés du coup chaque jour à ces flux de demandes. Mais on va voir, entre Boris et Manuel, on a des approches, des usages qui sont quand même différents. Manuel Martins, que je ne présente plus, qui est connu dans le milieu et qui a même eu la chance et l'honneur d'avoir eu ce prix de l'ID, c'était en 2025, c'est ça, oui. Du meilleur DET ? Oui, mais c'est pour toute l'année 2026. Ah bah, c'est bien ça. Tu vas pouvoir en profiter encore un an. Bien sûr. Directeur adjoint environnement de travail chez Danone France. Oui. Et Boris Bétuis, responsable métier des outils IT du Facility chez Total Energy. Bonjour et merci pour cette invitation. Et ben merci à vous d'être présent. On commence par toi, Valentin. On va poser le contexte. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la solution Merci Yanis ? Avec plaisir. Donc Merci Yanis, c'est un outil SaaS qui est dédié et pensé pour les directions de l'environnement de travail pour permettre de simplifier la gestion et le pilotage des espaces. Et derrière, en fait, on va avoir vraiment 2 leviers principaux chez nous qui sont la simplicité d'usage, à la fois pour le collaborateur et pour les œuvrants, puisqu'on va adresser notre solution à différents utilisateurs avec plus ou moins d'appétence au digital. Et le second levier, ça va être 0 frein, 0 barrière pour faciliter l'adoption, puisqu'un outil non utilisé est plus un problème qu'autre chose. Ouais, on le verra plus tard, je vais poser justement la question là-dessus. On revient à la réalité terrain, avec vous deux. Avant Merci Yanis, c'était comment ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Manuel, comment se matérialisaient les demandes côté Danone avant la mise en place d'un outil de ticketing ? Eh bien, c'était la cacophonie. Le bordel. Ça. Exactement, organisé ou pas. Mais grosso modo, il y a des métiers techniques, il y a des métiers de service. Les utilisateurs, en fait, ils ont les mêmes types de demandes sur les 2, peu importe que ce soit ce qu'on appelle du soft FM, du service ou du hard. En revanche, les outils qui étaient dédiés à chacun étaient des outils plutôt techniques, c'est-à-dire qui ne s'adressaient pas du tout à l'utilisateur, complètement incompréhensibles, soit parce que trop complexes, soit parce que, en fait, devant tous ces outils trop complexes, on finissait par faire du mail simple. Et qui dit mail simple, dit retraitement derrière sur des fichiers Excel pour essayer d'avoir des données. En plus, et puis ça se perd, et puis ça ne permet pas d'avoir un contrat de service hyper huilé. Disons que soit c'était très complexe en termes de travail interne, soit c'était complètement incompréhensible de l'utilisateur interne. Donc du coup, on était... moi je me souviens, c'est en 2018 la première fois que je suis venu voir nos amis de Merci Yanis. À l'époque, jeune, sorti d'école, en tout cas c'est l'impression que j'avais. C'était exactement ça. Donc 2018, des jeunes, ils sont dans un salon à Toulouse. Moi je descends à ce salon professionnel et je leur dis, si ce que vous dites est vrai, on a besoin de cet outil sur le marché, donc grouillez-vous.
Ok. Et 2 ans après, ils venaient me voir et leur outil était vraiment dédié utilisateur. 2 ans après, ce qui est plutôt rapide, finalement, pour le mettre en place. En tout cas, 2020, on avait tout autant besoin d'eux. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Boris, justement, toi, de ton côté, comment ça se passait avant Merci Yanis C'est un chez petit peu Total différent. Energy? En fait, nous, depuis 20 ans, nous avions déjà une solution informatique, mais complètement axée exploitant. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un outil de ticketing assez classique, mais basé sur une gestion par un helpdesk. Donc, le collaborateur appelle une équipe dédiée et cette équipe saisit le besoin dans l'outil de ticketing qui, après, part chez tel ou tel fournisseur pour prise en charge. Donc, fondamentalement, d'un point de vue exploitant, c'est bien, ça fonctionne. Par contre, d'un point de vue collaborateur, ce n'était pas du tout satisfaisant, car pas de visibilité, difficulté à joindre le helpdesk, à bien formuler son besoin et à s'y retrouver dans nos différents scénarios. Donc, pourquoi difficulté à les joindre? Vous êtes trop débordé? Parce que déjà la plage horaire du helpdesk n'est pas forcément la plage horaire de l'intégralité des collaborateurs. Des pics d'activité. En général, les problèmes, c'est le matin. La plupart, je pense que 40% des problèmes arrivent sur les 2 premières heures. C'est les ouvertures de portes, c'est du matériel qui ne démarre pas, c'est une chaise qu'on a retrouvée cassée, etc., etc. Et comme on a une équipe qui est quand même à peu près lissée sur la journée, forcément débordée le matin, ne peut pas traiter. Or, on appelle, ça ne répond pas, on nous demande de rappeler, on rappelle peut-être 1 fois, 2 fois, puis après on ne rappelle pas. Et donc, insatisfaction qui ne convenait pas aux outils qu'on veut mettre en place maintenant. D'accord. Manuel, comment justement ce système-là, avant Merci Yanis, avait un impact sur les collaborateurs et sur toutes les équipes de l'environnement de travail? Comment les occupants le vivaient? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça engendrait? Alors, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est la relation qu'on arrive à avoir avec l'occupant qui fait que c'est plus ou moins bien accepté. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a plutôt travaillé sur créer du lien entre les prestataires, notre direction et les occupants. On a lancé le travail en journée en propreté. On a fait en sorte d'essayer de gommer un helpdesk ou un outil pour faire en sorte d'être en contact direct et d'apporter le service en instantané. Bien entendu, ça a ses limites. Parce qu'en fait, la réalité de ce qu'on voulait mettre en place, c'était surtout un outil aussi pour la direction de l'environnement du travail. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'un outil qui me permettait d'anticiper, tu l'as très bien dit, je trouve, anticiper tout ce qui va se passer sur la journée. On sait très bien que le matin, si on a quelqu'un qui check tout ce qui se passe dans le bâtiment, et on sait qu'on a des agents du PC sécurité, des agents de propreté, des agents techniques qui arrivent tôt le matin, si on arrive à encaisser toute cette charge avant 8h, 9h et que les gens arrivent, 80% des irritants, on les a gommés avant qu'ils arrivent. Ouais. Donc c'était ça qu'on voulait. Avoir un outil qui nous permette, nous, d'alerter l'organisation et d'y répondre avant qu'un occupant s'en rende compte. Okay. Ça, c'est l'idéal. Parce que sinon, en fait, on le subit et on est sur on est en train de gommer quelque chose qui a déjà été vu par tout le monde, alors que l'idéal, c'est d'arriver et de se dire, dis donc, c'est vachement bien. Non, mais c'est exactement ça. La plupart des problèmes ont déjà été remontés par les équipes professionnelles en place et le collaborateur, en fait, fait un peu la voiture balai, mais ça doit rester résiduel. Et donc, du coup, il arrive dans un environnement de travail qui est presque parfait. Ouais. Ça, c'est bien. OK. Valentin, quels sont justement ces irritants qui reviennent le plus souvent lorsque les DET font appel à Merci Yanis? Ils les ont très bien évoqués, en fait. Le premier, tout le temps, quand on échange, nous, avec des nouveaux prospects sur des nouveaux projets, c'est la simplicité de remonter ces fameux dysfonctionnements. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont soit des outils qui sont très complexes, des process qui sont très longs, il faut appeler un numéro exact, etc. Et voilà, ça crée du flou pour ces personnes-là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber. Et d'ailleurs, en fait, tout ceci, c'est que ça impacte énormément de choses. Les irritants dans les espaces communs, c'est bien souvent là le problème, dans les espaces communs où il n'y a aucun affect personnel. Pour la tisanerie, les sanitaires, des choses comme ceci. C'est des problèmes qui stagnent et qui traînent. Donc, les directions environnement de travail n'ont pas en fait la visibilité réelle de tous les soucis et incidents de leurs espaces. Et après, derrière aussi, en effet, il y a aussi la partie valorisation, puisque ces sujets-là sont traités un peu au dernier moment, mais sans passer forcément par de tickets, et donc non rentrer dans les stats, la valorisation de ce travail-là. Et le second sujet qu'on a également, qu'on a remarqué de plus en plus, c'est la partie connexion.
C'est-à-dire qu'un ticket arrive, et ça, bon, les outils métiers le font très bien, mais les outils génériques le font assez mal. C'est la capacité d'avoir un outil et d'avoir un ticket qui arrive. Si c'est un ticket de typologie propreté, alors il va être automatiquement affecté à telle et telle personne, voire même aller dans l'outil du partenaire prestataire de service. C'est trié, en fait. Voilà. Et ça fait un workflow automatisé qui fait gagner beaucoup de temps, surtout quand les sociétés comme Danone et Total sont très bien organisées. Ils savent exactement les contrats, les périmètres de chacun des contrats. Derrière, on va dire aujourd'hui, le DET est là vraiment pour piloter et s'assurer que le ticket est traité conformément à ce qui est prévu dans les contrats. D'accord. Si on passe justement à cette deuxième partie, pourquoi le ticketing devient un levier stratégique? On l'a dit un petit peu, Manuel, tu nous as révélé les secrets de la rencontre avec Merci Yanis sur le salon à Toulouse. Mais avant cette rencontre avec Danone, quel a été l'élément déclencheur à la création de cette solution Merci Yanis? L'histoire vient de Carmila. Carmila, alors du coup, c'est la foncière des galeries marchandes de Carrefour, qui était un partenaire de l'IoT Valley. L'IoT Valley, du coup, c'est l'endroit où on est incubé, à Toulouse. Okay. Voilà, c'est un incubateur de start-up qui crée des partenariats avec des sociétés comme Danone, Total, pour les accompagner à innover dans leur process. D'accord. Et Carmila faisait partie de ce groupe-là. Et le problème était très simple. On loue des espaces de vente à des boutiques comme Orange, Intersport, et autres, sans citer de marque, mais ces locataires-là n'ont pas connaissance, des coordonnées de là ou du gestionnaire technique du centre commercial, et souvent, les process, ils n'en ont aucune connaissance également. Donc les problèmes qu'ils avaient dans les boutiques avec les rideaux d'air, la climatisation, la sécurité, ils n'étaient jamais remontés, ou alors très péniblement remontés avec beaucoup de retard. Et c'est comme ça qu'en fait, on a débuté l'aventure, et puis comme l'a dit Manuel, 2018, on s'est dit, ok, gestionnaire technique, quel est le métier qui se rapproche? Parce que je sortais d'études. Les services généraux à l'époque, j'ai jamais connu de grosses entreprises, donc c'était une chose que je ne connaissais pas du tout. Et c'est là où on s'est rendu compte, en fait, il y a des services généraux qui gèrent des bâtiments. Et comme l'a dit Manuel, de fil en aiguille, en interviewant des DET, etc., on s'est vite rendu compte que la problématique, elle était pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Raison pour laquelle on a créé Merci Yanis. Ok, génial. Vous étiez combien du coup à créer dès le départ? 4. 4, pour être exact. Okay. Et Yanis, c'est du coup pour la partie Yanis. Ah oui, mais pourquoi Merci Yanis? Voilà, c'est qui ce Yanis? C'est un peu le mystère. Non, mais du coup, je passe du coup le coco à Yanis. Mais Yanis était le responsable des services généraux de notre incubateur à l'IoT Valley. Du coup, il gérait les services généraux. On était à ce moment-là une quarantaine de startups pour 700 collaborateurs. Et Yanis était tout seul. Et c'est lui qui faisait le tour des bâtiments. Et on s'est rendu compte que c'était un métier sur lequel on disait toujours quand ça allait pas bien. Exactement. Les collaborateurs, je pense que vous le font bien savoir tous les jours. Mais par contre, on ne dit jamais merci quand tout est nickel et qu'on puisse important, travailler. merci. Il n'y a pas la journée du merci, d'ailleurs, du coup, qui existe. je fais un petit coucou à Yanis Bensetti. Salut Yanis, si tu nous regardes. Il nous regarde. Merci. Très bien, hyper intéressant. Boris, toi, comment tu t'es rapproché de Merci Yanis? Alors moi, je ne me suis pas rapproché directement, c'était par le biais de mon ex-chef, qui t'a rencontré aussi sur un salon, à qui tu as présenté ta solution. Il est venu m'en parler quasiment le lendemain ou du moins dans la semaine. Et en fait, avec Laurent, on a une vision qui était assez similaire. Donc quand il m'a expliqué le mode de fonctionnement par ce QR code. Donc QR code veut dire proximité. Je rebondis un peu sur ce que tu disais là par rapport aux lieux communs, qui ne sont pas le bureau, donc des lieux habités par tout le monde et en fait qui n'appartiennent à personne. Cette possibilité par un QR code dans ces emplacements, dans lequel on est capable par typologie de préaffecter un certain nombre de demandes récurrentes. On y a tout de suite vu une avancée énorme en termes de facilité pour nos collaborateurs pour créer leur demande. En fait, un des problèmes que l'on a, c'est que voilà, je suis dans ma tisanerie, je vois un café renversé, bon ok, je me dis tiens, je vais appeler. Ok, sauf que aujourd'hui, dans notre système, toujours helpdesk, pour appeler, je dois retourner à mon bureau. Le temps que je retourne à mon bureau, déjà le café j'ai oublié, et puis ce n'est plus mon problème. Alors que je suis sur place, je le fais instantanément,
et je fais ma demande. Et ça change tout. Ok. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que dit Boris. Manuel, chez Danone, comment concrètement vous utilisez la solution aujourd'hui? À quoi ça vous sert exactement? Exactement ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, pour l'utilisateur, moi je vais rajouter une contrainte, c'est que l'utilisateur est de plus en plus full-on. C'est-à-dire que quand il arrive au bureau, il a plein de tâches à faire, il est débordé, et du coup, tous les irritants, il faut vraiment, vraiment que ça l'embête pour qu'il alerte. Sinon, il ne le fait pas. Ok. Donc je caricature à peine, mais il y a une dalle qui n'est pas droite, pas grave, moi je le sais, je risque pas de tomber dedans, et il n'alerte pas. En revanche, s'il pleut sur son bureau, là il va commencer peut-être à s'alerter. Mais je caricature pas beaucoup, je vous assure. Ça paraît assez évident. Très peu d'alertes remontent. Oui. Et donc du coup, obligé de mettre en face une organisation qui du coup fait en sorte que le bâtiment soit sous contrôle. Une organisation qui va faire le tour du bâtiment régulièrement et occuper les lieux. Ou alors, il faut trouver un super outil que les gens acceptent d'utiliser. Et c'est là où le QR code, déployé partout, qui peut avoir plusieurs utilisations. Et donc nous, on a rajouté une utilisation, je crois, je ne sais pas si vous l'aviez en natif, non, du tout. Qui est, donc on a bien entendu la remontée d'irritants, quel qu'il soit, en fonction du lieu dans lequel est le QR code. Le deuxième, c'est un mode d'emploi, ou quelque chose qui parle du lieu. Si c'est une salle de réunion, par exemple, il y a un certain nombre de choses à savoir sur l'utilisation d'une salle de réunion. Le troisième, alors nous, on utilise une IA qui nous permet de répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. À quelle heure ferme le bâtiment? Comment je fais pour aller au PC sécurité? C'est un chatbot voilà, amélioré. Sur le site directement? Exactement. Ouais. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Et la quatrième, parce qu'on voulait que tout le monde sache que ce QR code existe pour une raison qui est liée à la sécurité de tous. C'est-à-dire que si jamais il y a un danger imminent, je scanne le QR code et j'appelle le PC sécurité. Ok. Voilà. Très bien. Et donc départ de feu, malaise, problème médical, quoi qu'il arrive dans le bâtiment, tout le monde sait qu'en appuyant, en scannant le QR code, on appelle directement le PC sécurité et on peut répondre à un danger imminent. C'était une manière pour nous de faire en sorte que ce QR code soit démocratisé et tout le monde le connaisse. Ok, donc c'est très simple parce qu'en fait, il suffit juste d'avoir un téléphone et aujourd'hui, on a tous un téléphone. Exactement. Du coup, Valentin, QR code, qui ne demande pas forcément d'avoir un compte. On ne doit pas se connecter, en fait. C'est très simple. On a juste à scanner. Voilà, à scanner et ça t'emmène directement sur la plateforme. Ouais, c'est vraiment le choix qui est en lien avec l'adoption. Le fameux zéro contrainte que je disais au tout début, c'est le zéro contrainte, donc pas d'app à télécharger, égale une adoption dès le départ à 100%. Donc aujourd'hui, quand on déploie les QR codes, dès J0, les collaborateurs peuvent scanner les QR codes. D'ailleurs, souvent, ça a commencé trop vite, parce que derrière, l'environnement de travail n'était pas encore prêt, etc. Mais par contre, oui, c'est vrai que dès qu'on déploie, tout le monde peut scanner, remonter le dysfonctionnement. Donc en temps normal, on fait un x2, x3 en termes de volume de tickets par rapport à un outil traditionnel. D'accord. Oui, c'est vrai que si jamais il y avait une application à télécharger, ça dissuaderait forcément. Oui. En fait, on a une organisation un peu particulière qui est que tout arrive sur un hub à l'environnement du travail. Je sais que ça va te parler. Parce que du coup, on met un code urgence en fonction de la demande. En gros, quand c'est lié à la sécurité de chacun, c'est un code urgence 1. Et donc, il faut intervenir en moins d'1 heure. Quand c'est lié au confort, on intervient en moins de 2 heures. Et quand c'est lié à autre chose que la sécurité ou le confort, on a la journée pour intervenir. Ce qui fait que du coup, toutes les équipes interviennent en fonction de ce code d'urgence qui est communiqué par quelqu'un de notre organisation qui qualifie la demande. D'accord, très bien. On voit aussi, Valentin, que les usages peuvent être différents suivant les entreprises. J'ai pas demandé à Boris, mais Boris, tu as des usages un peu différents de Danone avec... Globalement, je m'y retrouve. Toute la partie ticketing, forcément, on l'a. La partie AI, on l'a aussi mis en place sur notre dernier projet. Et de la même manière, on lui a fait absorber la documentation bâtimentaire propre à l'immeuble. Et plutôt que se promener dans différents sites internet qu'on ne trouve jamais, on pose une question, on sait à quelle heure ouvre le restaurant, etc. etc. Ok. La seule petite chose qu'on n'a pas, mais qu'on va mettre en place sur un autre bâtiment qui est plutôt en fonction hôtel, en mode hôtel,
c'est la traçabilité de passage. Hein, donc en fait, on va utiliser... c'est toi qui me l'as dit, hein, donc je ne vais pas t'apprendre la fonctionnalité. Le surpris, mais... Ouais. On va utiliser cette fonctionnalité qui va nous permettre, à chaque fois qu'un agent de propreté va passer, de scanner, de s'authentifier, et on sait que le passage a été fait. Et c'est d'autant plus important que dans le monde hôtellerie, on a des chambres notamment, avec une utilisation qui n'est pas la même fréquence, et on a besoin, on ne peut pas se dire, voilà, j'ai un passage par jour et je suis content. Non, il faut qu'on ait quelque chose de beaucoup plus ciblé par rapport à l'utilisation réelle du bâtiment. Et donc ça, c'est pas mal. Et ce que j'apprécie fortement, c'est qu'on utilise le même QR code. Donc ce QR code, en fait, il est multitâche. Ok. Vous aussi, la traçabilité... Ah non. Non, parce que j'en ai pas besoin. Ok, très bien. C'est très bien qu'ils le fassent. Mais on parlera des données justement plus tard, à quoi ça permet aussi cette solution-là en termes de données. Alors, où j'en suis moi dans mes questions? Oui, donc Valentin, je voulais rebondir justement là-dessus. On voit que les usages peuvent être différents. Là, il y a il y a un petit usage qui est différent avec Total Energy. Comment vous, merci Yanis, vous vous adaptez justement aux réalités de l'entreprise, à la maturité de l'entreprise? Comment vous vous adaptez à ça? En fait, concrètement, c'est que dès le départ, quand on a débuté nos interviews, donc il y a maintenant 7 ans qu'on existe, quand on a débuté nos interviews, on a très vite vu que chaque entreprise avait son niveau de maturité. Outils, pas outils, appétence pour les objets connectés à IoT ou pas du tout. Et ça dépend principalement de la taille de l'entreprise, PME, TI et grands groupes tels que les vôtres. Et aussi après la stratégie, aussi full FM, la stratégie FM qui est vraiment mise en place parce qu'on a des entreprises où la partie ticketing est portée totalement par l'extérieur. C'est un grand acteur FM qui met leur outil en place et derrière, sans plus. Et donc après, une fois qu'on a eu ce constat, dès le départ, on a construit notre modèle en fonction de ça. Alors modèle économique, mais aussi modèle d'outils, de fonctionnement, vraiment par rapport à ces sujets-là. Et le véritable enjeu en faisant ça, c'était de se dire que on souhaitait accompagner nos clients sur n'importe quel sujet, tout en leur garantissant de les accompagner déjà digitalement, mais tout en leur garantissant une non-obsolescence de l'outil. Donc là, Boris et Emmanuel vous ont évoqué des sujets, mais ils savent très bien que demain, si Emmanuel dit « Ah, moi j'ai un sujet de savoir quel est l'usage de mes salles de réunion, donc d'avoir de l'occupation », il me passe un coup de fil, on a les capteurs, une semaine après, c'est relié à la plateforme, il conserve le même outil, mais il va avoir en plus l'intégralité de la donnée sur l'occupation de ces salles de réunion. C'est évolutif en fait. Exactement, c'est évolutif. Donc là, on est sur du ticketing, mais on a des clients aujourd'hui qui nous prennent que du capteur de qualité de l'air. Pendant la période Covid, beaucoup de capteurs de qualité de l'air avec CO2 ont été vendus, mais voilà, ces personnes ne prenaient pas de ticketing, prenaient uniquement la brique IoT qualité de l'air. Donc chacun se construit la solution qu'il souhaite et voilà, on insiste bien sur le fait que sachez que vous n'êtes pas bloqué avec Merci Yanis. Si vous voulez ouvrir sur d'autres thématiques, on a les différents sujets qui peuvent vous suivre. Super. Voilà. Tu disais tout à l'heure, Valentin, qu'avec Merci Yanis, on peut constater justement un volume de remontée d'incidents plus important. Boris, par exemple, est-ce que tu as constaté ça chez Total Energy avec la solution? Oui, complètement. On n'a pas multiplié par 2 ou 3, mais on a pris de 10 à 15% de plus. Alors, ce que j'ai lui expliqué, parce que quand j'ai annoncé qu'on avait 10 ou 15% de plus, ils ont cru, les gens avec qui je travaille, on avait 10 à 15% de plus de problèmes. Mais non, c'est des problèmes remontés, mais oui. Voilà, qui ne l'étaient pas avant. Et l'importance, c'est là-dessus où je voulais insister, c'est que un problème remonté par une personne va bénéficier à X personnes. Et donc, on a un gain de groupe. Et ça, c'est primordial. Et du point de vue de l'acceptation de cette solution, elle a l'air très simple, assez instinctive, donc j'imagine que ça a été accepté assez facilement. Mais comment justement, du côté par exemple l'expérience utilisateur, ça a été accepté, reçu dès qu'on a mis en place la solution? Alors moi, c'est intéressant la question d'augmenter le nombre de remontées, parce que ce n'est pas le seul indicateur que je regarde. Ah oui. Celui-là est important, en se disant effectivement, pour certains on va le multiplier par 2, pour d'autres on va augmenter de 10 ou 15%.
Mais en fait, tout dépend de quel est le pourcentage qui a été déclaré par l'organisation. Parce que je suis sûr que chez toi, c'est la même chose. En fait, si 80% des choses sont remontées par l'organisation, en fait, il fait mieux son boulot. C'est-à-dire que l'organisation est plus efficace. Et il y a des tas de choses qui avant ne se voyaient pas, ce que tu disais au départ. Un lieu, je sais pas moi, un escalier de secours au bout du bâtiment que personne n'emprunte jamais. Et ben cet escalier de secours, maintenant qu'il y a des rondes, et ben on remonte le problème, ben forcément ça augmente numériquement. Et donc, je regarde aussi cet aspect 80%, ce qui fait que l'occupant, et c'est ce qui m'intéresse, lui, il remonte un minimum de choses, et on est vraiment sur « j'ai renversé un café, je vous le déclare, et je sais que ça va se passer tout de suite ». Et donc, le contrat de service est hyper important. C'est « est-ce que je suis hyper réactif dès qu'on me remonte un truc ?» Si la réponse est oui, c'est gagné. Alors, comment ça s'est passé, l'intégration de cette solution chez Total Energy et chez Danone? Concrètement, comment ça se passe? C'est rapide à mettre en place? Oui, concrètement, après, ils valideront pour moi. Mais en tout cas, en moyenne, nous, de ce qu'on a, c'est 2 mois en fonction des sujets sélectionnés. Mais quand on est sur du ticketing classique, c'est beaucoup plus rapide. Mais en moyenne, on est sur 2 mois. Et après, la mise en place, en effet, et la prise en main par les collaborateurs, comme on évoquait. C'est vrai que vu qu'il y a zéro friction, pas d'application à télécharger, l'usage est instantané. Et ça réduit énormément les risques, de se tromper sur l'outil. Parce que de nombreuses fois, en fait, les outils pris, on a toujours ce risque de la conduite au changement. Il faut mettre beaucoup d'énergie pour ces sujets-là. Alors que là, déjà, on prend un outil qui, dès le premier jour, est disponible par tout le monde. Ça réduit fortement le flop, on va dire, sur l'outil. C'est aussi un sujet qui est assez important. Oui. Donc, tous les collaborateurs, pratiquement, acceptent volontiers cette nouvelle solution magique. On va parler maintenant de données, comme je disais tout à l'heure. Données, pilotage et aussi reconnaissance du rôle du directeur de l'environnement de travail grâce à cette traçabilité, justement. Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer comment on tire profit de cette donnée collectée ? Ouais, carrément. En fait, la donnée aujourd'hui, c'est devenu un maître mot. Tout le monde veut aussi l'acquérir et la conserver en interne. Alors, on le voit de plus en plus maintenant avec l'IA. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que la donnée, aujourd'hui, elle est factuelle et elle permet aussi de prouver, de valoriser les actions. Donc, ça va permettre d'arbitrer des choix d'investissement. Ça va permettre aussi de justifier certains choix d'investissement, comme par exemple la mise en place d'une ronde supplémentaire sur la partie nettoyage. Est-ce que ça réduit le nombre de remontées de dysfonctionnement ? Oui, donc ça permet de justifier derrière le fait qu'on ait mis plus d'argent sur la partie propreté, mais on a une insatisfaction et un nombre de problématiques qui a concrètement diminué. Et après aussi, le nerf de la guerre, c'est de valoriser, mine de rien, le travail des directions de l'environnement de travail, puisque bien souvent, c'était un métier vu comme plutôt un poste de dépense. Et dans l'ombre. Et surtout qui dépensait beaucoup d'argent pour les bâtiments. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas d'accord. Mais on met la lumière. On met la lumière devant. C'est le risque. C'est-à-dire que c'est pour ça que si c'est passé de services généraux à direction de l'environnement du travail, c'est que je pense que chacune des directions a fait un travail dans chacune des entreprises pour être plus mis en lumière et pour plus travailler sur des notions de service à l'occupant que des notions, comme on le voyait par le passé, de les équipes sont en sous-sol, ils sont pas visibles et du coup on se plaint plus facilement. Je crois que tout ça a été transformé dans les années 90. On va parler maintenant du livre blanc ticketing qui est sorti et qui donne du coup des repères aux directeurs et directrices environnement de travail. C'est vraiment l'objectif, en tout cas tu vas me le confirmer. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire ? On s'est tout simplement dit qu'au bout de 7 ans, et à force de déployer notre solution, d'avoir des retours clients et comme on l'évoquait, sur des différents fonctionnements, on s'est dit que c'était le bon moment aussi de sortir un petit peu une sorte de méthodologie, guide des bonnes pratiques, et aussi de démontrer qu'un outil ticketing spécialisé pour le métier, c'est super important, notamment pour l'environnement de travail, puisque encore de nombreux services et de nombreuses entreprises utilisent souvent les outils de support tiers, souvent celui de l'IT, mais qui n'est pas forcément adapté à l'usage
de leur fonction. De leur fonction. En tout cas, il est très simple, il est très bien écrit. Moi, je l'ai lu et il est très clair. Donc, vraiment, je vous encourage. Vous pouvez justement cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et ça vous dirigera directement sur le livre blanc ticketing de Merci Yanis. Dernière question pour toi, Boris, toi, Manuel. Est-ce que, voilà, sur le dernier petit mot de l'émission, un petit conseil, un petit tips, si on devait justement donner des conseils à un DET qui démarre là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dirait ? D'avoir un regard axé sur l'occupant, de réfléchir à sa place. De se mettre à sa place. Exactement. Dans la peau de l'occupant. Oui, forcément, je ne peux qu'être d'accord parce que c'est toujours le meilleur moyen pour comprendre le besoin, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et je dirais aussi d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Parce qu'on a son propre monde. Or, en général, on prend un nouveau poste, donc on hérite du savoir-faire de son prédécesseur, mais il est vraiment important, au travers de salons, au travers de tables rondes, de savoir ce que font les autres, parce qu'il y a de grandes chances qu'ils fassent des choses extrêmement bien et qu'on peut adapter. Et puis, une question un peu plus ouverte pour terminer cette émission, parce qu'on arrive à la fin. Valentin, comment est-ce que tu vois l'évolution de Merci Yanis ? Devenir le WOS, du coup, c'est le Workplace Operating System. En fait, c'est le système qui permet de centraliser l'intégralité des activités et des données du bâtiment pour l'intégralité des professionnels de l'environnement de travail. Donc, ça comprend les DET, mais aussi l'intégralité de leurs partenaires de services, propreté, maintenance, multitechnique, etc. Le tout en conservant toujours notre simplicité d'usage et cet esprit, comme on disait, d'usage à la fois pour les DET, mais aussi pour les collaborateurs, et un peu booster à l'IA. Bien sûr, bah oui, l'IA, de plus en plus, on ne va pas y échapper. Est-ce que vous avez des besoins, Manuel et Boris, qui nécessitent de nouvelles fonctionnalités de l'outil ? Plein. Et il faut... Non, mais bien sûr, en fait, il en a parlé. En fait, bien entendu que nos besoins vont continuer à augmenter parce que l'IA sera partout demain. Mais je donne un exemple et je donne toujours le même. Puisque je prends un couloir et que je me dirige dans un certain sens et qu'on sait que je vais prendre l'ascenseur, pourquoi j'appuie sur un bouton alors que je le savais depuis 20 secondes ? Donc tous ces outils vont nous permettre demain de consommer moins d'énergie dans le bâtiment, d'aller plus vite sur certaines choses et du coup, encore une fois, de faire en sorte que mon bien-être soit le meilleur possible pour travailler. Boris ? Oui, pareil. En fait, et notamment basé sur l'IA, aller maintenant vers du génératif. Alors, le génératif, c'est ce que j'ai en tête, c'est ce qu'on est en train déjà de regarder, c'est utiliser l'IA pour générer du ticket. Donc, plutôt que d'écrire par du step-by-step quel est mon problème, je formule mon problème et l'IA va directement créer mon ticket. Et là où je te rejoins, et là, pour moi, l'intérêt sera encore plus fort, on est encore un peu plus loin, mais c'est tout ce qui est prédictif. Alors, on y était, du coup, j'avais pas en tête. En fait, ce serait une fonctionnalité qui fait que tu appuies déjà sur le bouton sur la solution et ça te l'anticipe, ça t'appelle l'ascenseur et tu... Ouais, c'est encore mieux que ça. Maintenant, même les ampoules sont intelligentes. Donc, du coup, l'ampoule, elle s'allume au fur et à mesure qu'on arrive. Donc, elle donne un signal d'information, ce qui fait qu'à partir d'une certaine ampoule dans le couloir, on sait que je vais sur le palier d'ascenseur, on sait que je vais avoir besoin de l'ascenseur, et il sera sur le palier au moment où je vais arriver avec la porte ouverte. Mais je vais donner un autre exemple, et ça permettra de mettre en tension un métier, qui est la propreté. Les agents de propreté, aujourd'hui, ils répondent à un cahier des charges. Demain, tu sauras exactement comment vit un bâtiment, parce qu'il y a un événement à tel étage, parce qu'il y a plus de monde à tel étage. Et donc, l'agent de propreté pourrait avoir un espèce de Waze qui lui dit, là, il faut aller au 2e étage. Là, tu ne vas pas suivre ton cahier des charges, exceptionnellement. Tu vas aller à tel endroit parce qu'il y a un cocktail, etc. Okay. Et donc, tout ça, c'est ce que fera Merci Yanis demain. On aura la donnée, dans tous les cas. On vous le souhaite d'évoluer dans ce sens-là et rapidement. Eh bien, j'arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très agréable de vous avoir sur ce plateau. Structurer les flux, réduire les irritants, alléger sa charge mentale en tant que DET et rendre visible ce rôle clé dans l'entreprise.
C'est tout l'enjeu abordé aujourd'hui sur ce plateau et c'est toute l'ambition du livre blanc Ticketing que je vous incite à aller regarder vivement. Merci à vous trois encore une fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans un nouveau Workwell et vous. Portez-vous bien.